Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, miraculeusement sans safran, qui fait la sieste dans le salon pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. C'est le deuxième épisode consacré à notre série La défense des politiques accusés de VSS. Une lecture et surtout une analyse, une interprétation, une compréhension et des moyens d'autodéfense intellectuelle pour pouvoir lutter contre le discours des agresseurs d'un document partagé par l'Observatoire politique des VSS. L'Observatoire des VSS en politique. Après l'introduction, il y a 2 jours. Après le premier épisode hier, qui était consacré aux stratégies de déni et de minimisation des faits reprochés, Safran débarque. Et voilà, il s'est réveillé. On fait un épisode sur, aujourd'hui, le mésusage des termes judiciaires. Et ça, c'est passionnant, parce que ça, on n'en a pas encore parlé sur la chaîne. On a un peu parlé de la présomption d'innocence, mais pas beaucoup. Et là, il y a des choses vraiment intéressantes à dire. C'est un épisode qui est en 3 parties. Vous pouvez vous référer au timecode. Dans la vidéo, la première partie parlera de la présomption d'innocence, qui est totalement galvaudée. La deuxième partie porte le titre suivant, un sentiment d'impunité, parfois renforcé par l'immunité parlementaire. Autant l'immunité parlementaire, c'est pas mon sujet. Autant le sentiment d'impunité masculine, je connais ça par cœur, je sais d'où ça vient, je sais comment on a l'analyser. Et enfin, troisième partie, l'introuvable tribunal médiatique. Je l'aurais appelé même fictif, carrément. Eh bien écoutez, il va falloir qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. La première partie est un peu longue, on ne va pas tout lire. Encore une fois, le document entier est dans la description de la vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à aller le consulter. La totalité des sources, des citations, des articles de journaux est sourcée à la fin du document. Je suis allé tout vérifier, il n'y a pas de lien mort. Je pense qu'on a un lien de confiance qui s'est établi depuis le temps entre vous et moi, mais si vous avez besoin de vérifier, vous cliquez sur le document, vous verrez que tout est bien référencé, bien documenté. Et écoutez, je vous propose qu'on commence. La première partie s'appelle la présomption d'innocence galvaudée. Les comportements reprochés n'étant pas si graves que ça, voire inexistants, CF l'épisode d'hier, selon les mises en cause, l'étape suivante consiste à démontrer que s'il n'y a pas de dépôt de plainte, il ne s'est rien passé. Et ça, c'est pratique. C'est pratique parce qu'en réalité, c'est simplement pour soulager leur conscience. S'il n'y a pas de dépôt de plainte, ils vont simplement se dire « ça va pas se savoir ». Ils font une confusion qui est probablement involontaire entre le fait qu'il y ait un dépôt de plainte et le fait que des victimes puissent parler. Alors évidemment, si elles parlent et qu'elles n'ont pas posé plainte, étant donné que ce sont des personnes puissantes, elles pourront dire « il n'y a pas de plainte, c'est que des allégations ». Et ce qui arrive assez souvent dans ces cas-là, étant donné qu'eux, ils ont une sacrée force de frappe et un cabinet ministériel derrière eux, ou comme on appelle ça, des attachés parlementaires, c'est qu'ils portent plainte pour diffamation. Le grand classique masculiniste de « je suis accusé ». Il n'y a pas de preuve, donc je porte plainte pour diffamation. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit. Mais c'est pourtant ce qu'ils vont essayer de faire croire. Parce qu'il y a des zones grises dans la façon dont on utilise certains termes judiciaires. Ils le savent pertinemment. Ils connaissent très bien le fonctionnement de la justice, les politiques. Ne croyez pas le contraire. Ils sortent de l'ENA. Ils ont fait Sciences Po. Ils savent exactement comment ça fonctionne. Donc eux entretiennent volontairement ce flou pour pouvoir entretenir justement un flou dans nos têtes et qu'on se dise « ah, peut-être qu'il a raison. Peut-être que présomption d'innocence veut dire qu'il est innocent. » Coquerel, par exemple, qui déclarait à BFM TV « je serais fort étonné que ça se transforme en plainte ou alors je ne comprends plus les choses ». On avait lu ça hier. T'as Aboaf qui dit « j'apprends donc qu'il n'y aura pas d'enquête, pas de vérification, pas de confrontation. T'as éliminé, l'affaire est réglée, circulé, il n'y a rien à voir. Où est la justice dans tout ça? Si les faits sont graves, pourquoi ne pas signaler ces éléments au procureur ?» Donc, il faut répondre à ça. Dans un monde idéal où les femmes étaient crues, où les plaintes étaient bien prises, où les examens à l'UMJ étaient bien réalisés, où les expertises psychologiques n'étaient pas psychanalytiques, où ça se passait bien devant les juges parce qu'il y avait suffisamment de condamnations, on recommanderait à toutes les femmes ayant subi un viol d'aller porter plainte. C'est une évidence. Dans les circonstances dans lesquelles on est actuellement, le fait que une femme décrive un viol sur les réseaux sociaux se transforme en une cabale contre elle, que les plaintes soient horriblement mal prises, parfois qu'elles ne sont pas prises, c'est illégal. Qu'on essaye de renverser un petit peu la culpabilité au commissariat, c'est de sa faute, comment elle était habillée, pourquoi elle est sortie, que les examens à l'UMJ sont parfois très brutaux, que les interruptions de temps de travail sont ridicules, pour un viol c'est 2 jours, hein. J'ai vu 3 fois parfois, mais c'est 2 ou 3 jours quoi, pas plus. Je vous raconterai une histoire de dingue, un jour une histoire de dingue, vraiment, d'un mec qui a défendu une femme qui a subi un viol, il s'est fait une petite entorse, il a pris 14 jours d'ITT. Elle a été violée, elle a eu une lésion anale, elle a pris 4 jours d'ITT. Je vous la raconterai un jour cette histoire. Bref. Eh ben ouais, c'est compliqué de conseiller à des femmes d'aller porter plainte. Et ça, ils le savent très bien. Taouaf le sait très bien. Et donc jouer là-dessus, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que c'est un tel parcours de la combattante d'aller porter plainte que de dire « bah, il n'y a qu'à porter plainte, hein. Eh ben, là, qu'à aller porter plainte, si c'est grave. » C'est dégueulasse de faire ça. Ah, on va tout détricoter. Hein.
Julien Bayou qui dit « Je suis dans la situation de quelqu'un d'innocent des faits, dont on ne l'accuse pas. Je relisais le procès de Kafka, c'est vraiment cela, il n'y a pas d'accusation, je ne peux pas m'en défendre. » Et donc là, il y a volontairement une mésinterprétation. Si, il y avait une accusation, il n'y avait pas une accusation judiciaire, c'est vrai, il n'y avait pas de plainte déposée, mais il y avait une accusation d'une plaignante qui a contacté le journaliste. Et vous voyez l'ambiguïté qui est jouée, qui est faite volontairement pour que les gens se disent « Ah bon, il n'y a pas d'accusation, c'est quand même étrange, bien sûr qu'il y avait une accusation, il n'y avait pas de plainte, mais il a été accusé. » Si une plainte est malgré tout déposée, certains expliquent qu'il ne devrait pas être possible de la divulguer médiatiquement. Bah tiens, il manquerait plus que la justice soit publique en France. C'est un devoir citoyen, c'est un droit citoyen de pouvoir aller voir comment la justice est rendue. Je vous encourage à le faire. Je le fais très régulièrement. Je le fais en général 2 journées par mois, 2 demi-journées par mois en l'occurrence, souvent le matin. C'est passionnant. Damien Abad qui dit « Le seul lieu où on peut évoquer des plaintes, c'est la justice et pas une autre enceinte. » C'est totalement faux. C'est totalement faux. D'autant plus que lorsqu'une plainte est médiatisée, il est tout à fait possible pour l'avocat de la partie adverse de la consulter au nom du fait que la plainte soit médiatisée. Donc c'est parfaitement faux. Et il le sait. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de ce qu'ils sont prêts à inventer comme mensonge pour se couvrir ? Ils sont prêts à jouer avec le fait que la justice, c'est quelque chose d'un petit peu nébuleux pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un tribunal. On ne sait pas très bien comment c'est rendu, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. C'est compliqué le droit. Et donc, il joue là-dessus, sur cette ambiguïté, sur le fait que les gens ne comprennent pas réellement comment la justice fonctionne pour se donner le beau rôle. Katnins qui redit « Mon ex-compagne avait à peine posé plainte que la presse le savait. » Bon, bref. D'autres tentent de démontrer que la justice ne trouve rien à y redire, quitte à manipuler le vocabulaire judiciaire et à communiquer en amont de la procédure judiciaire pour imprimer leur propre tempo. Eh bien, ça, communiquer en amont, non, ça dépend de ce dont il communique. Parce que s'il communique du coup le fond de l'affaire, il révèle du coup le secret de l'instruction, et ça arrive, et ça c'est interdit par contre. Ils vont croire que ça l'est pas, mais ça l'est. Notons d'abord que plusieurs mises en cause clament se tenir à la disposition de la justice, procédé visant à affirmer leur sérénité. C'est pourtant la moindre des choses et c'est une obligation dès lors que les mises en cause sont auditionnées en qualité de suspect. Très intéressant qu'ils le rappellent. Ils se mettent pas à la disposition de la justice, hein. C'est la justice qui leur dit « Vous allez venir nous rendre des comptes, on va vous convoquer au commissariat, on a des questions à vous poser pour constituer un dossier judiciaire. » C'est pas eux qui se mettent à la disposition de la justice. Cette expression, encore une fois, est une expression de manipulation. Quand je vous avais dit que cet épisode est très intéressant parce qu'on voit toutes les étapes de la manipulation de l'agresseur. Toutes. Une à une. C'est fou. Darmanin qui dit « Je répondrai à toutes les convocations de tous les juges et de tous les procureurs s'il le faut. » Pas si t'es convoqué, il le faut. Hein. Même tout Darmanin que tu es, c'est obligatoire. Hein. Je suis à la disposition des magistrats de France. Les magistrats, du coup, sont les procureurs et les juges. Enfin, tout le monde est à la disposition des magistrats et des juges. Je crois que la seule personne à bénéficier d'une réelle immunité, c'est le président de la République. Mais je ne suis même pas sûr de ça. Je crois qu'il y a des contre-exemples. Si la justice souhaite m'entendre, je me tiens à sa disposition, disait Katnins. Mais il manquerait plus que ça. Non, mais vous vous rendez compte, les mecs, ils vont rendre un service à la justice, quoi. En se présentant parce qu'ils sont appelés. Damien Abad, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire, j'ai toujours dit que je me tenais à la disposition de la justice. Oui, s'il y a ouverture d'une enquête préliminaire, du coup, effectivement, il y a un magistrat qui s'est saisi de l'affaire et qui est en train de judiciariser les faits. Donc, tu es à sa disposition, effectivement, s'il le demande. Oh, mais c'est fou, quoi. Et ils y vont tous de leurs petites déclarations comme ça. Bref. Après la condamnation, Katnins a précisé, comme si c'était une décision de sa part, en citoyen, j'accepte ma sanction. En citoyen, j'accepte de payer mon amende sur l'autoroute parce que j'ai dépassé la vitesse. J'accepte en tant que citoyen. Oui, j'accepte. Oui, ok. Tenez, c'est pour vous. Voilà. Voilà, et 135 €, c'est un acte citoyen de ma part. Incroyable. Je prends ma part juste, mais je refuse d'en prendre davantage. Et bien, c'est pas lui qui choisit la part qu'il prend. Ça n'est pas lui, c'est le rôle de la juge qui l'a jugé et qui a déterminé que oui, il était coupable de violence conjugale. Ça n'est pas à lui de dire quelle part il prend. La part lui a été donnée. C'est une peine qui est sévère, mais que j'ai décidé d'accepter. T'as pas le choix. Il peut effectivement faire appel avec un grand risque quand même que du coup la condamnation soit aggravée, mais bref. La présomption d'innocence est prévue à l'article préliminaire du Code de la procédure pénale. On cite « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. » En pratique, cela signifie qu'il incombe à l'accusation, en l'occurrence le ministère public, pas toujours mais dans ce cas-là oui, d'apporter les preuves de l'infraction et de faire la démonstration de la culpabilité d'une personne, et non à cette personne de faire la preuve de son innocence. S'il demeure un doute quant à la réalité de l'infraction ou à la culpabilité de la personne soupçonnée, ce doute doit profiter à l'accusé, et celui-ci peut garder le silence, c'est bien tout le problème, et il joue de cette ambiguïté-là. S'il y a un non-lieu ou s'il n'y a pas de condamnation, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été coupables. Il joue avec cette incompréhension judiciaire que le grand public peut avoir, on arrête de me mêler sa franc pendant que je parle. Ça veut simplement dire
qu'il demeure un doute quant à la réalité de l'infraction ou à la culpabilité de la personne et que le doute profite à l'accusé. Les faits de preuve ne sont pas suffisants. La charge de la preuve était trop lourde. Bref, comme rappelé les avocates Valence Borgia, Zoé Royaux, Chloé Lepetit et Mathilde Joanneau, seuls celles et ceux qui font l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales sont présumés innocents. Ça, c'est important. On n'est pas présumé innocent s'il n'y a pas d'enquête. S'il n'y a pas d'enquête, vous êtes accusé par quelqu'un d'avoir commis une VSS. Vous ne bénéficiez pas de la présomption d'innocence. Ils le savent également. Et Damien Abad de rajouter, un homme innocent doit-il démissionner? Et il n'y a pas de rapport entre le fait d'être innocent et le fait de ne pas avoir été condamné judiciairement. Et il n'y a même pas de rapport entre le fait de ne pas avoir commis un acte et le fait que la justice vous ait déclaré innocent par rapport à l'accusation. Vous pouvez avoir été déclaré innocent mais avoir quand même commis l'acte, s'il n'y a pas assez de preuves. Bref. Lorsqu'une procédure judiciaire est classée, l'affaire n'est pas jugée. La justice n'a donc désigné aucun coupable et n'a pas non plus acquitté la personne accusée. Elle a simplement acté qu'elle n'était pas en mesure de porter l'affaire devant un tribunal très important. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on ne puisse pas porter l'affaire devant un tribunal. Il y a plein de raisons. Ça ne veut pas dire que la personne est innocente. Et ça, ils en jouent également. Ils continuent à vous mentir sur votre incompréhension de comment la justice fonctionne pour essayer de vous faire croire qu'ils sont innocents. Une affaire peut se clôturer par un non-lieu ou être classée sans suite. C'est le cas des dossiers concernant Darmanin, par exemple. Et Darmanin qui dit « J'ai eu 4 décisions de justice de suite depuis 5 ans qui sont favorables à ma présomption d'innocence », c'est faux. Il n'a eu aucune décision de justice favorable parce qu'il n'y a eu aucune décision de justice. Vous vous rendez compte? C'est grave. Nicolas Hulot qui dit « La plainte a été classée sans suite car non seulement l'affaire a été prescrite, mais j'ai été auditionné par des gendarmes à ma demande. » Oui, bien sûr. Et les enquêteurs ont très rapidement considéré qu'il n'y avait rien qui permettrait de poursuivre cette affaire. Donc ce n'est pas aux enquêteurs de décider ça. Donc là encore c'est faux. C'est au procureur. Donc les enquêteurs vont faire part de ce qu'ils ont fait au procureur de la République. C'est le procureur de la République qui choisit d'instruire ou non une affaire. C'est incroyable. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2021, le parquet finalement s'est saisi des faits révélés par l'émission de France 2. Donc finalement, il y a eu la justice qui s'en est emparée. La décision de classement en 2022 est effectivement motivée pour cause de prescription. Il convient à cet égard de rappeler qu'au terme d'une circulaire du ministère de la Justice de février 2021, les parquets doivent prononcer un classement pour prescription quand les faits révélés ou dénoncés constituent bien une infraction, mais que le délai fixé par la loi pour les juger est dépassé. Je vous le relis. Les parquets doivent prononcer un classement pour prescription, ce qui a été fait. D'accord ? Quand les faits révélés ou dénoncés constituent bien une infraction. Donc la justice n'a jamais dit de Nicolas Hulot qu'il n'était pas coupable. C'est presque précisément l'inverse. Et voilà comment on manipule l'opinion publique. Tout mon setup il est cassé. Parce que les gens comprennent mal comment la justice fonctionne. C'est grave, hein? Oui, ben on joue pas avec les médicaments. C'est quand même grave. D'autres choses ici, ça on les avait déjà lues. Ah, intéressant ici. Notons que dans le cas de l'affaire Bayou, il n'y a pas eu de plainte ni d'enquête interne, l'ex-compagne de Julien Bayou n'ayant pas confiance dans la cellule dédiée de ELV. On en reparlera parce que je sais pourquoi aujourd'hui. Donc aucune procédure ni pour accréditer les propos de son ex-compagne, ni pour donner raison à la version des faits de Julien Bayou. Et pourtant, Julien Bayou qui déclare « J'ai été blanchi ». Il y avait des accusations extrêmement graves mais très floues, des accusations qui ont été présentées, puis finalement au terme d'une, appelons ça enquête, il n'y a pas de témoignage, pas de plainte. C'est fou. C'est fou. Ils vous mentent, ces gens-là. Ils vous mentent en utilisant du coup du vocabulaire qui est spécifique à la justice, qui est un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas quand on est dans le milieu civil, pour faire croire un petit peu à tout le monde qu'ils sont innocents. Et c'est assez grave, puisqu'il dit « Je souhaite tourner la page parce que j'ai été blanchi et innocenté ». Pas du tout. Pour être innocenté, vous devez passer devant le juge qui vous déclare effectivement innocent. Un sentiment d'impunité parfois renforcé par l'immunité parlementaire. Alors là, on a des trucs à dire encore. Le sentiment d'impunité est fréquent chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles. En politique, il est parfois renforcé par des dispositions particulières comme l'immunité parlementaire. On va tout de suite s'arrêter sur le sentiment d'impunité. Le sentiment d'impunité vient d'où? Le sentiment d'impunité vient de notre rapport hiérarchique en société. Vient du fait que structurellement et mentalement, on considère que c'est plutôt normal que les hommes aient le pouvoir par rapport aux femmes. On a des stéréotypes sexistes qui positionnent les femmes dans une position de domination, les hommes dans une position de domination par rapport aux femmes. Et donc,
avec tous ces prétextes sexistes pour justement justifier l'existence de cette domination. Pourquoi il faut justifier l'existence de cette domination? Parce que c'est les hommes qui ont le pouvoir, ils ont besoin que cette domination masculine soit établie sur le long terme. Et donc il va falloir expliquer que c'est pas grand-chose, c'est une main aux fesses. Non, c'est une agression sexuelle. Oui, bon, j'ai un peu insisté, mais au final elle a dit oui, non, c'est une agression sexuelle, voire un viol s'il y a eu pénétration, etc. Et donc, l'immunité, elle existe pour ça. L'immunité, elle existe parce que dans notre imaginaire collectif, ce que nous on appelle la culture du viol, on considère que quelque part l'homme a un droit au sexe. Et que, en couple, la femme doit du sexe à l'homme. Et c'est ça que nous on appelle l'immunité masculine. L'immunité masculine, elle vient de tous ces concepts, du coup, théoriques, stéréotypés. Donc vous voyez, ce n'est pas que structurel, la domination n'est pas que structurelle, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle. Et c'est ça qui fait que les hommes se défendent entre eux. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez des accusations pour viol, les hommes défendent systématiquement l'homme qui est accusé. Parce que c'est aussi comme ça qu'on va défendre le statut dominant de l'homme en société. Et par rapport à l'immunité diplomatique, on rajoute. Laetitia, élue centriste, qui a déposé plainte contre Damien Abad, explique. Déjà à l'époque des faits, il y avait un pur sentiment d'impunité. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il avait l'immunité parlementaire. Autre chose. Étant donné que la plupart des hommes ne sont pas condamnés pour les propos sexistes, il y a pourtant un délit de diffamation sexiste, d'injure sexiste, d'agression sexuelle, comme ils ne sont jamais condamnés pour ça. Parce qu'il y a très peu de plaintes. Parce que la culture du viol fait qu'on a du mal à concevoir que ce sont des agressions sexuelles. Donc même les femmes qui le subissent ne comprennent pas que c'est une agression sexuelle, elles n'ont même pas les mots. Quand elles nous parlent de ce qu'elles subissent, elles ne nous en parlent pas en disant « j'ai été violée ». Elles nous en parlent en disant « j'ai subi ça, je ne suis pas sûre que ». C'est rare qu'elles nous disent ça. Et bien les mecs, comme ils n'ont jamais été pris, se sentent aussi en situation d'impunité, grâce justement à cette culture du viol. Il arrive que le sentiment d'impunité soit renforcé par une impunité parlementaire. L'illustration la plus probante, c'est l'affaire Benoît Simian, ex-député LREM, poursuivi pour harcèlement de son ex-compagne. Dans cette affaire, le bureau de l'Assemblée nationale, alors présidé par Richard Ferrand, avait refusé de lever l'immunité parlementaire, compliquant le travail de la justice. C'est un droit en France, c'est scandaleux, mais c'est un droit. Effectivement, le président alors c'était qui c'était ? Oui, c'est ça, de l'Assemblée nationale, a le droit de ne pas lever l'immunité parlementaire. Et donc d'empêcher une enquête. Incroyable. Une décision qui lui a été reprochée. L'immunité parlementaire, il est prévu par l'article 26 de la Constitution. C'est une disposition du statut des parlementaires qui a pour objet de les protéger dans le cadre de leurs fonctions des mesures d'intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés et de garantir leur indépendance et celle du Parlement. Et c'est là que vous comprenez pourquoi ils ont besoin de tenir le discours que l'on a déjà vu dans l'introduction et dans l'épisode précédent. Ils ont besoin de faire croire que s'ils sont accusés, c'est parce que ce sont des pressions politiques adverses. Parce que c'est pour cette raison-là que leur immunité parlementaire existe. Je vous l'avais dit que c'était passionnant. Je vous l'avais dit que c'était dingue. On va apprendre tellement de trucs en plus derrière. Je vous avais dit que c'était révoltant, que c'était dingue, qu'on allait apprendre des tonnes de trucs et que ça allait être des épisodes passionnants. Voilà comment en politique, voilà la spécificité des VSS en politique et voilà ce qui explique pourquoi les VSS en politique ne se traitent pas de la même façon que les VSS dans le milieu du tatouage par exemple. Et voilà pourquoi on a une nécessité d'avoir une compréhension politique générale de toutes les VSS pour pouvoir les traiter de façon toute indépendante. Ces spécificités-là ne doivent pas exister. Les spécificités des VSS dans le milieu du tatouage ne doivent pas exister. Les spécificités des VSS dans le milieu du sport ne doivent pas exister. Toutes les VSS doivent être comprises, analysées de la même façon, structurelle, intellectuelle, légale, pour qu'on puisse lutter contre elles de façon efficace. En 2023, Damien Abad, informé par une fuite de l'imminence de la demande de levée d'immunité et du fait que la majorité présidentielle ne s'y opposerait pas, a choisi de prendre les devants, bien évidemment, d'envoyer un communiqué de presse à la décision du bureau. Je me défendrai sans relâche afin de prouver mon innocence et laver mon honneur, poursuit-il, précisant, après avoir écrit à la présidente de l'institution Yael Brun-Pivet, afin que le bureau puisse statuer dans les meilleurs délais sur la levée d'immunité et accéder à cette demande. Ainsi, il donne l'illusion que la décision est prise avec son accord, alors que son avis n'intéresse ni la justice ni l'Assemblée nationale. Encore une fois, tout ça c'est de façade, c'est pour faire croire qu'il risque rien, que c'est de la pression politique, etc. Troisième partie. L'introuvable tribunal médiatique. Ah, alors celui-là, on en entend parler tout le temps. Si les mises en cause sont très rarement poursuivies par la justice, il semble davantage craindre que les faits reprochés fassent l'objet d'articles de presse et dénoncent parfois ce qu'ils appellent le tribunal de la rue ou le tribunal médiatique. Je ne vais pas vous révéler de qui il s'agit. Hors de question, je ne parlerai jamais à la place d'une victime. Mais il y a quelqu'un qui va se faire call out par deux personnes dans pas longtemps. Et c'est bien fait pour sa gueule. C'est quelqu'un de médiatique, c'est quelqu'un d'assez connu.
Et c'est quelqu'un qui avait déclaré un jour « Moi, la seule chose que j'ai, c'est ma réputation, et je ne supporterai pas que quelqu'un entache à ma réputation. » Et le problème, c'est que les victimes n'ont pas prévu de porter plainte, elles ont prévu d'en parler sur les réseaux sociaux. Ça va l'emmerder. Ça va l'emmerder. C'est bien fait pour lui. Ça fait un petit moment qu'il y a des rumeurs qui circulent autour de cette personne-là. Moi, j'ai été contacté figurez-vous, par les deux victimes que j'ai pu mettre en contact. C'est pour ça qu'apparemment, elle décide de parler. Et donc, on est en plein là-dedans, le tribunal médiatique. Parce que c'est exactement ce qu'il va faire. Il va dire, c'est un tribunal médiatique, c'est pour m'empêcher de travailler, blablabla, évidemment. Bref. Adrien Quatennens qui déclare « Je condamne fermement l'acte de malveillance politique consistant à faire fuiter dans la presse le contenu d'une main courante contre la volonté clairement exprimée de la personne l'ayant déposée qui n'en souhaitait pas la moindre suite et l'avait précisé. Ça n'est pas à lui de décider. » Mon affaire avec Psyodélique est une affaire médiatisée puisqu'on en a parlé sur Internet. Il est tout à fait du droit de Maître Divisio qui représente Psyodélique de demander à la justice à avoir accès à cette plainte et à en parler. C'est son droit constitutionnel le plus strict. Adrien Quatennens le sait, bien évidemment. Adrien Quatennens fait comme si il ne le savait pas, comme si c'était scandaleux pour se faire passer pour la victime. Darmanin, une affaire classée judiciairement, mais manifestement pas classée médiatiquement. L'affaire n'a pas été classée judiciairement. Ce genre de choses, je pense que si, excusez-moi, il y a eu un non-lieu. Ça vous touche personnellement, c'est sans doute ce qu'il faut vivre quand on est un homme politique. Et là, il est en train de participer à une confusion, à savoir, je n'ai pas été condamné, donc je suis innocent. Donc vous devriez arrêter de parler de moi puisque je suis innocent, parce que je ne suis pas condamné. Ils savent très bien que ne pas être condamné ne veut pas dire être innocent d'un des faits qui nous est reproché. Ils le savent. Évidemment qu'ils le savent. Nicolas Hulot, cette émission m'a convoqué comme dans un commissariat de police et sommé de venir. Je croyais qu'il ne voulait pas parler à la presse, finalement il est venu. Je ne suis pas seulement jugé, je suis condamné à perpète. La justice et la vérité ne peuvent pas jaillir sur un plateau de télévision. Sur BFM TV, qu'il avait bien défendu d'ailleurs. Éric Zemmour, je ne veux pas répondre à des accusations jetées médiatiquement. Au magazine Elle. Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Quatennens, on commence à en avoir assez. Julien Bayou qui dit « Je veux tourner la page. Cette affaire a fait beaucoup de tort à moi d'abord, à mes proches, peut-être même au débat politique. » Incroyable. Donc là, voilà. Renversement encore de la charge de la culpabilité. On ne pense pas à la victime, d'accord ? On ne pense pas à la plaignante, pardon. On ne pense pas à la plaignante. Ça a causé du tort à moi, parce que ça a terni mon image. Et comme je n'ai pas été condamné, c'est bien la preuve que je suis innocent. Donc c'est bien la preuve que c'est une fausse accusation. Et donc c'est bien la preuve que le fait que vous en ayez parlé publiquement m'a causé du tort à moi. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Aucune décision n'a été prise. Il peut tout à fait être innocent comme il peut tout à fait être coupable. Lui, il décide de vous faire croire que s'il n'y a pas de décision politique, judiciaire, c'est nécessairement qu'il est innocent. Et donc, maintenant, ça devient du tribunal médiatique. Adrien Quatennens qui explique ensuite que sa femme était à l'origine d'un chantage aux médias. Je commence à en avoir ras-le-bol de lire ses déclarations. Comme le rappelle la journaliste Marine Turchi à ce propos, dans ces affaires, la presse ne se substitue pas à la justice. Sur ce sujet comme sur les autres, les journalistes ne font que leur travail d'information. Ils ne sont ni policiers ni juges, comme les stipule leur charte d'éthique professionnelle. Leur rôle n'est ni de qualifier des faits pénalement, ni de déclarer des coupables. Il leur revient en revanche d'informer sur ce gigantesque problème de santé publique que sont les violences sexuelles et de jouer leur rôle de contre-pouvoir en révélant des faits d'intérêt public qui sont tus, étouffés ou difficiles à formuler. Et c'est effectivement une pure attaque à la liberté de la presse que de reprocher à la presse de médiatiser des plaintes qui sont médiatisées et donc dont on a le droit de parler publiquement. Elle cite même dans le même article l'historien des médias Alexis Lévrier, maître de conférence à l'université de Reims, pour qui l'expression tribunal médiatique est un piège, qui entretient souvent volontairement une confusion entre des réalités bien différentes, le journalisme d'information, des enquêtes étayées, le journalisme d'opinion, des commentaires des éditorialistes et les réseaux sociaux. Marine Turchi rappelle enfin que les journalistes peuvent répondre de leurs écrits devant la justice en vertu de la loi sur la presse de 1881. Comment on peut conclure là-dessus ? Comment on peut conclure ? On peut conclure très sincèrement. Le tribunal médiatique, il existe. Évidemment qu'il y a une forme de tribunal médiatique sur les réseaux sociaux. On ne va pas le nier. On ne va pas le nier qu'on peut s'indigner collectivement de telle ou telle chose, de tel ou tel comportement. Ça existe. Ce tribunal médiatique n'a jamais gâché la carrière de personne. De personne. Tout au plus a-t-on réussi à faire perdre un partenariat financier à un influenceur. Une condamnation judiciaire pour violence conjugale, dans 2 cas, à part des cas très exceptionnels, n'a pas d'impact non plus sur la vie publique et la vie privée des individus. Ils sont toujours acteurs, ils sont toujours politiques, ils ont toujours des fonctions. C'est rarissime. Ils le savent, ça aussi. Mais brandir ça, ça
Ça leur permet de dire, moi je m'adresse aux gens intelligents qui vont pas hurler avec les loups. C'est vraiment du gaslighting, d'accord? C'est un type de manipulation, du gaslighting. On reparlera du gaslighting dans l'épisode suivant sur la silenciation des victimes et leur discrédit, parce que c'est vraiment un chapitre sur le gaslighting. C'est vraiment du gaslighting en mode, ouais mais vous n'êtes pas comme les autres, vous n'allez pas hurler avec les loups. D'accord, vous n'allez pas participer à ce tribunal médiatique qui condamne des hommes qui pourtant ont été déclarés innocents par la justice, quand bien même la justice ne s'est jamais prononcée là-dessus. C'est fou. C'est fou qu'ils jouent à ce point volontairement avec notre méconnaissance profonde du système judiciaire, en balançant des contre-vérités qui ne sont pas corrigées par les médias, parce que c'est pas non plus leur spécialité. Les médias, c'est pas leur spécialité. Ils sont rares, les journalistes qui ont fait 50 droits. Et du coup, ces trucs-là passent, et heureusement qu'on a des penseuses féministes, des militantes féministes sur les réseaux sociaux, qui écrivent des ouvrages, qui écrivent des essais, qui ont des conférences, etc., qui nous aident à lire les sous-textes en fait, qu'il y a derrière ces phrases pour nous permettre de comprendre que en fait, la seule chose que cherchent ces personnes-là, c'est se protéger. Et on les comprend. On est attaqué, on veut se défendre. Mais la moindre des choses, c'est de le faire correctement, de ne pas le faire salement, et leurs réactions sont indignes. J'espère que cet épisode vous a plu. Demain, c'est les stratégies de discrédit et de silenciation des victimes. Oh là là, alors là, on va en prendre plein la tronche. On va parler d'inversion de culpabilité, avec la question, qui est la vraie victime? On va parler des procédures Bayon. On va parler de l'intégration du mouvement MeToo aux stratégies des mises en cause. Et ça, on va avoir pas mal de parallèles à faire avec certains vidéastes youtubeurs dont on a déjà parlé. Et vous allez voir que c'est pas triste. On va encore apprendre pas mal de choses. J'espère que vous avez appris des trucs, en particulier sur l'utilisation de l'immunité parlementaire et du coup la nécessité pour eux d'essayer de parler de théorie du complot politique pour justifier le maintien de leur immunité parlementaire pour pas qu'il y ait d'enquête pour viol contre eux. Bref. Ben voilà, on comprend un peu mieux, on décrypte. Merci de suivre cette série. Moi elle m'intéresse, je sais pas si elle va marcher, aucune idée. Les vidéos sont longues, chaque fois que j'ai fait des séries ça a fait un flop. J'espère que ça vous intéressera. Prenez soin de vous, merci d'avoir suivi l'épisode. Je vous dis à très vite. Je tiens à vous. Faites attention à vous. Salut.